Bonjour Bruno Le Maire. Merci d'être avec nous. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. On a beaucoup parlé de vous ce matin. On a beaucoup parlé des dérapages des comptes publics qui paraissent un peu, sans doute, une des pas justifications, mais en tous les cas, qui expliquent pourquoi nous avons le nouveau Front populaire, le Rassemblement national, qui sont venus nous expliquer comment ils allaient faire pour essayer de restaurer les comptes publics. J'ai peut-être une question un peu directe, mais vous me connaissez. Vous êtes pris un peu un coup de massue avec l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif de la part de l'Europe sur les comptes de la France. Est-ce que, sachant qu'avant il y a eu Standard & Poor's, qu'il y a eu le rapport du Haut Conseil pour les finances publiques, est-ce que c'est peut-être une des causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ? Bonjour d'abord Edwige Chevrillon. Je vous ai dit bonjour. Bonjour à toutes et... Mais moi je ne vous avais pas encore dit bonjour, ça me manquait. On se connaît tous bien ici. Je vous connais. Vous me connaissez. Mais j'ai un ami footballeur qui m'a dit, avant cette rencontre, méfie-toi, les matchs à domicile sont toujours les plus difficiles. Donc je considère que rien n'est acquis et je vais répondre très franchement à toutes les questions. J'entendais le prédécesseur, Jordan Bardella, nous dire on va essayer de voir ce qu'il en est sur les comptes publics, quelle est la marge de manœuvre budgétaire. La marge de manœuvre budgétaire de la France, elle est nulle. Il faut rétablir les comptes publics, nous avons commencé à le faire pour retrouver des marges de manœuvre. Mais je veux dire, je suis un peu stupéfait des critiques des uns et des autres qui, pendant la crise du Covid, la crise la plus grave depuis 1929, n'ont cessé de me dire qu'il faut dépenser plus. Il y en a dans cette salle qui me demandaient de faire plus pour les entreprises, plus pour les PME, plus pour certaines filières. Oui, mais vous voyez bien que c'est l'argument qui est mis en avant par vos adversaires, en disant, regardez, ils ne sont pas capables de gérer, nous, on va le faire. On est en démocratie. Je rappelle que j'ai rétabli les comptes publics en 2018 en sortant la France de la procédure pour déficit excessif dans laquelle elle était depuis 9 ans. Mais là, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est que nous avons connu 2 crises, la crise de l'inflation, la crise du Covid. Nous avons protégé, nous avons sauvé les entreprises, sauvé les filières, sauvé des grandes entreprises comme Air France, comme Renault, comme toute la filière aéronautique, les sous-traitants qui sont derrière. Nous avons payé des salaires avec l'activité partielle. Et je vais vous dire, ça doit être une fierté collective pour nous toutes et pour nous tous. Vous avez répondu présent, nous avons répondu présent, et nous avons évité un drame économique et social. Maintenant, il faut rétablir les comptes. Et c'est bien l'enjeu de cette élection de Chevrillon. Bah oui, c'est que les projets de l'extrême droite et de l'extrême gauche sont des projets à contre-temps. À un moment, il faut économiser et rétablir les comptes, comme nous avons commencé à le faire, en sortant du bouclier sur le gaz, mais il n'y croit pas. en sortant du bouclier sur l'électricité, vous êtes en train en faisant des économies. Mais Edwige Chevrillon, on a affaire ici à des gens qui sont raisonnables et responsables. Je pense que vous toutes et vous tous ici, vous faites la différence entre une majorité qui a pris les décisions nécessaires sur le bouclier du gaz, le bouclier de l'électricité, sur les 10 milliards d'économies, et 2 autres formations politiques qui sont devant vous aujourd'hui et qui vous disent, l'une, je vais faire 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, et l'autre, il y a quelques instants, je vais baisser la TVA sur l'énergie, 15 milliards d'euros, ça ne vous rapporte rien car vous ne payez pas la TVA, et je vais le financer. Comment? J'augmente les dépenses. Nous savons que nous sommes à un moment où il faut rétablir les comptes publics. Je l'ai fait en 2018, je le ferai dans les années qui viennent, et nous tiendrons notre engagement de revenir sous les 3% de déficit en 2027. Donc, il faut vous croire. Mais il ne faut pas me croire sur parole, il faut me croire sur les actes. Quand il a fallu rétablir les comptes publics en 2018, supprimer les emplois aidés, couper dans certaines dépenses, nous l'avons fait. Donc regardez les actes plutôt que les paroles. Je me suis engagé à rétablir les comptes publics, nous le ferons. Et d'ailleurs, je constate une chose, Edwige Chevrillon, vous êtes une spécialiste. Vous voyez bien que les écarts de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne depuis 2022 n'ont pas bougé d'un millimètre. Parce qu'ils font confiance au ministre des Finances pour rétablir les comptes publics. Et le jour où vous avez de nouveaux programmes qui arrivent sur la table de dépenses somptuaires et à contre-temps, les marchés s'affolent, les taux d'intérêt augmentent, et c'est votre financement de vos entreprises qui devient plus difficile. Vous avez quand même la principale agence de notation qui vous a dégradé, qui a dégradé la note de la France. Mais il y en a 2 autres qui ont maintenu la note de la France. Enfin, et ce qui pas compte, l'agence de notation. Très franchement, c'est le bulletin de notes qui compte ou c'est le taux d'intérêt que vous allez payer à votre banque quand vous allez emprunter? Je pense que pour tous les chefs d'entreprise, TPE, PME, commerçants, artisans qui sont dans cette salle, ce qui compte, c'est le taux d'intérêt auquel vous allez payer
vos emprunts et vos investissements. Depuis 2 ans, 2022, depuis la réélection du président de la République, les écarts de taux n'ont pas bougé. Depuis que des programmes totalement délirants et à contre-temps de la situation des finances publiques sont sur la table, ceux du Rassemblement national comme ceux du Front populaire, vous savez toutes et tous que les taux d'intérêt sont en train de flamber et vous savez toutes et tous qu'en cas d'élection des extrêmes, le 7 juillet prochain, vous paierez plus cher vos investissements et vos emprunts. Juste une question, après vous allez peut-être nous expliquer vos 3 priorités pour le futur. Lorsque vous voyez dans quelle situation politique nous nous trouvons, vous avez réussi, votre gouvernement, à faire que la France devienne le pays le plus attractif au niveau européen. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même quel gâchis économique de se retrouver dans cette situation, là en train de nous expliquer votre futur programme économique? Ça dépend de vous. Non, ça dépend plutôt du président. Non, ce n'est pas le président c'est une voix. Et ensuite, il y a 65 millions de Français, 67 millions, des dizaines de millions d'électeurs qui vont se prononcer. Moi, je dirais quel gâchis si le 7 juillet, les extrêmes l'emportent. Et dans le fond, c'est bien ça l'enjeu de l'élection. Stop ou encore sur notre politique économique. Stop à la baisse des impôts que nous avons engagée sans vaciller depuis 2017. Je rappelle que nous avons baissé l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%, mis en place un prélèvement forfaitaire unique à 30%, que je me suis personnellement engagé pour baisser les impôts de production, et je vous confirme que si vous nous faites confiance, ma détermination est totale à supprimer complètement la contribution sur la valeur ajoutée, qui est un impôt de production qui pénalise l'industrie. Elle doit avoir disparu d'ici 2027 pour soutenir l'industrie. De l'autre côté, toutes ces baisses d'impôts que nous avons maintenues contre vents et marées pendant la crise du Covid, pendant la crise de l'inflation, l'extrême gauche comme l'extrême droite à l'Assemblée nationale ont voté contre ces baisses d'impôts et contre cette stabilité fiscale. Le premier élément qui est clé pour vous toutes et vous tous ici, le plus important dans une politique économique, le plus important pour la réindustrialisation, pour la création d'emplois, pour l'attractivité de nos pays pour les investisseurs étrangers, c'est la stabilité fiscale. On ne change pas une fiscalité qui est bonne pour les entreprises, qui est bonne pour l'emploi et qui est bonne pour la prospérité française. Donc, poursuite, aucune hausse des impôts, parce que malgré tout... non seulement aucune hausse d'impôts, Edwige Chevrillon, mais la disparition de la CVAE, parce que nous ne pouvons pas avoir des impôts de production... Ça devait déjà être le cas, et vous l'avez décalé, la disparition de la CVAE. Nous l'avons décalé, mais je vous confirme ce matin que nous supprimerons totalement la CVAE d'ici 2027 pour soutenir les industries. De l'autre côté, vous avez des forces politiques qui avancent plus ou moins masquées, mais avec toutes des augmentations d'impôts à la clé. Une fois encore, baisser la TVA sur l'énergie, ça coûte 15 milliards d'euros. Nationaliser les autoroutes, ça coûte 50 milliards d'euros. La seule façon de payer ça, c'est de faire payer les entreprises. Et croyez-moi, ceux qu'on fera payer, ce n'est pas les Français parce que ce n'est pas populaire, c'est les entrepreneurs, c'est-à-dire vous. Juste encore un point sur cette ligne rouge de pas de hausse des impôts. C'est ce que vous dites, vous, Bruno Le Maire. En même temps, lorsqu'on a écouté le président Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, il a entrouvert une porte en disant « ça dépendra de la majorité sur laquelle nous allons nous reposer ». Dans ce cas-là, ce sera sans moi. Moi, vous savez, j'ai qu'une parole. J'ai dit aux Français, je vais rétablir les comptes publics en 2018, je l'ai fait. Je leur ai dit que j'allais les protéger face à la crise du Covid, la plus grave depuis 1929, et face à l'inflation. Nous l'avons fait ensemble, collectivement. Et je salue le travail considérable qui a été fait par les entrepreneurs. Je vous dis maintenant, il faut rétablir les comptes publics. Quand je rétablis la TICFE sur l'électricité en février, ce n'est pas très populaire, mais c'est responsable. Et je préfère être responsable plutôt que populaire. Lorsque j'annonce 10 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques, ce n'est pas très populaire, mais c'est responsable. Et je préfère être responsable plutôt que populaire. Et je maintiens que toute augmentation d'impôts sur les ménages comme sur les entreprises, dans un pays qui a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé de tous les pays développés, serait une faute économique, une faute politique et une faute sociale. Si vous aviez, du moins on espère que c'est plutôt, si vous avez 3 priorités pour la prochaine législature, ça serait quoi? La première, je le dis, dans votre programme économique, hein, bien sûr. La première, je le dis, c'est la stabilité fiscale.
Et c'est un combat, croyez-moi. On ne change rien, y compris flat tax, tout ça, on change rien. Mais bien sûr, quand j'entends qu'il faut remettre en cause le prélèvement forfaitaire unique, alors on pense que c'est pour les gros patrons, que c'est pour le capital, mais d'abord, le capital, c'est l'industrie c'est les ouvriers. Si on ne baisse pas la fiscalité sur le capital, on tue la classe ouvrière française. C'est ça la réalité qu'il faut dire haut et fort. Et quand je dis stabilité, je dis aussi suppression des impôts de production qui pénalisent l'industrie. La deuxième priorité, c'est justement la réindustrialisation. Enfin, regardez ce que vous avez réussi à faire en l'espace de 7 ans et ne tombez pas dans le panneau du Rassemblement national ou des extrêmes gauches. Enfin, franchement, nous avons créé tous ensemble de nouvelles filières industrielles. C'est la première fois depuis 40 ans, depuis Airbus. Vous avez ouvert des gigafactories de batteries électriques. Vous avez ouvert des usines de véhicules électriques. Vous vous êtes engagé totalement, je prends juste l'exemple de l'industrie automobile, dans la transition vers le XXIe siècle. Et vous avez des forces politiques, les unes qui veulent taxer le capital, donc l'industrie automobile, les autres, Marine Le Pen en tête, qui vous dit il faut abandonner l'objectif de 2035. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tous les investissements qui ont été faits par Renault pour produire la R5 à Douai, par Stellantis pour produire la 3008 électrique à Sochaux, vont tomber à l'eau. Ça veut dire que vos gigafactories de batteries électriques ne seront plus rentables, que les investisseurs ne viendront plus et que les consommateurs français, demain, seront obligés de rouler soit en BYD importé de Chine, soit en Tesla importé des États-Unis. Contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire, les vrais souverainistes, ceux qui croient à l'indépendance française, ceux qui croient à la puissance industrielle française, c'est nous, parce que nous sommes tournés vers l'avenir, vers le futur, vers l'industrie du véhicule électrique oui, en même temps, et vers la regardez ce qui se passe aux réindustrialisation. États-Unis, Jordan Bardella, à l'instant, le rappelait, c'est 100% de droits de douane sur les voitures électriques. Nous, on est à 10%, peut-être 17%. Mais qui a obtenu le changement de doctrine de la Commission européenne? Oui. C'est Jordan Bardella ou c'est nous, Non, Edwige c'est vous, Chevrillon? c'est clair, c'est vous qui êtes au pouvoir. Non, mais qui est-ce qui a mené l'enquête Oui. sur les véhicules électriques chinois? Qui s'est confronté avec Xi Jinping pour lui dire oui, nous allons mettre des tarifs sur des véhicules D'accord, mais électriques? sur le résultat, est-ce que vous pensez Non, mais qu'il faut être... pardon. Oui, mais Edwige Chevrillon, de on n'est 100% pas- à 10%, On il n'est y a pas quand même... obligé de tomber dans tous les panneaux du Non, Rassemblement national. Je pose des questions. Enfin, la politique, c'est pas TikTok. La politique, c'est la réalité des décisions. Qui a pris la décision de limiter les bonus sur les véhicules électriques aux seuls véhicules électriques produits en France et en Europe, et plus aux véhicules électriques produits à Shanghai ou à Pékin? Vous l'avez devant vous, c'est ma pomme, et vous le savez très bien. Ouais. Donc je suis peut-être moins TikTok, un peu plus réalité et décision, mais la politique économique, hélas, et vous toutes le savez ici, ce n'est pas des images et de la représentation, c'est des réalités, des décisions et des confrontations avec les grandes puissances mondiales. La réindustrialisation reste ma priorité absolue. Et vous risquez de gâcher en quelques instants 7 années de travail qui peuvent être foutues en l'air par 7 jours de décision. Imaginez le RN au pouvoir, demain, baisse de la TVA sur l'électricité, baisse de la TVA sur l'énergie, nationalisation des autoroutes, retour à la retraite à 62 ans. S'il y a quelqu'un qui a compris ce que le couple improbable de tout à l'heure vous a expliqué sur les retraites, eh bien que vous me l'expliquiez, parce que moi, j'ai rien compris. Nous, au moins, on a le courage d'assumer qu'il faut travailler davantage, qu'il faut travailler plus longtemps et qu'il faut une réforme des retraites à 64 ans. Oui, si vous avez compris quoi que ce soit à ce qu'ils vous ont expliqué sur l'indemnisation du chômage et sur le RSA, eh bien, dites-le moi, parce que moi, j'ai rien compris. Et ce que je sais, c'est que quand on touche le RSA, il est bon d'avoir une obligation de travail et de formation. Ce que je sais, c'est qu'il est bon de réduire la durée d'indemnisation du chômage pour que les propriétaires d'hôtels, de cafés, de restaurants, les indépendants, les commerçants puissent trouver les bras dont ils ont besoin pour travailler et pour faire tourner leur entreprise. Ne cédez pas aux sirènes du Rassemblement national. On est peut-être moins glamour, mais plus efficace. Je ne me prononcerai pas évidemment là-dessus. Pardon, je vous ai coupé, Edwige, dans votre élan. Non, pas du tout. D'ailleurs, moi, je vais pensais que retrouver mon faire élan. un discours là, mais puisqu'il n'y a plus de discours, continuons sur les questions. Allons-y, faites votre discours. J'essaie de vous demander si vous voulez faire un discours, mais vous étiez emporté par votre... Pas de discours, que des décisions. Sur la retraite, juste sur votre retraite à 64 ans, vous avez lu, j'imagine, avec encore plus d'attention que moi, le rapport du COR, le Conseil d'orientation de la retraite. Il dit qu'en fait, les fruits de votre réforme des retraites, et ça ne seront positifs qu'en 2070. Peut-être qu'il fallait faire autrement, non, pour la réforme des retraites. Il fallait peut-être trouver une méthode différente, faire discuter avec les partenaires sociaux qui sont là, en partie. Certainement faire mieux. Au passage, petite remarque personnelle, moi je voudrais saluer le courage des dirigeants des organisations patronales qui ont pris des positions courageuses sur les programmes économiques. Ils n'ont pas défendu le nôtre, mais ils ont dit clairement ce qu'ils pensaient
des propositions hasardeuses et à contretemps de certaines formations politiques. Et donc je veux les remercier parce que ça demande du courage. Et aujourd'hui, la France, elle a besoin d'une seule qualité, le courage. Vous en avez eu, merci. Ensuite, sur les retraites, oui. Vous avez deux sortes de propositions. Extrême droite, extrême gauche, la main dans la main, on retourne à la retraite à 62 ans ou à 60 ans, peu importe. C'est un résumé de ce qu'ils veulent pour la France. Le retour en arrière. Le contretemps complet. Là où le monde, mais parce que les Français... là où le monde travaille plus, nous allons travailler moins. La conséquence inéluctable de cela sera l'appauvrissement de tous nos compatriotes. Et moi, je pense aux plus modestes. Je pense aux jeunes qui s'engagent dans la vie active. Je pense à ceux qui ont des niveaux de rémunération très faibles. Je pense aux retraités dont on va évidemment baisser les pensions parce que le résultat inéluctable de cette politique, ce sera soit la baisse des pensions des retraités, soit l'augmentation des impôts de ceux qui travaillent. Entre deux mots, choisissez le moindre, celui du courage et de la vérité, la réforme des retraites et la poursuite de la réflexion sur ce sujet. On a fait la réforme des retraites. On a aussi mis en place quelque chose dont je suis très fier, qui s'appelle le produit d'épargne retraite. On a simplifié, tous ensemble, c'est un travail qu'on a fait collectivement. On a simplifié les 18 produits d'épargne retraite qui existaient, on en a fait un seul, le produit d'épargne retraite, défiscalisé, attractif. À la sortie, vous sortez en rente, vous sortez en capital, ça vous fait un complément de retraite. On pensait qu'il y aurait 3 millions de personnes qui ouvriraient un PER. Il y en a eu 11 millions pour un montant de 100 milliards d'euros. Ça veut dire que les Français sont plus lucides que les politiques sur la démographie et la situation des retraites. Si vous aviez, avant de passer aux questions des représentants ici, des organisations patronales, si vous aviez un mea culpa peut-être, Bruno Le Maire, allez, deux. Non? Il n'y en a qu'un. Alors, vous savez, je suis un bon catholique, donc je connais les mea culpa. Non, mais quelque chose qui n'a pas fonctionné. Oui, je ferai un qui est majeur à mes yeux et sur lequel il faut que nous engagions fortement, rapidement, massivement dans les jours qui viennent, dès qu'on aura gagné les élections du 7 juillet prochain, parce que nous allons les gagner, et nous pouvons les gagner. Le logement. Le logement, je reconnais bien volontiers, c'est un sujet qui est très compliqué, il y a des enjeux financiers, réglementaires qui sont très lourds, moyennant quoi on n'a pas tâchonné. On a pris quelques bonnes décisions sur le PTZ. Guillaume Kasbarian a commencé à prendre des mesures très fortes et très justes. Et le Premier ministre vient d'annoncer aussi des mesures sur les primo-accédants. Mais soyons honnêtes, sur le logement, nous n'avons pas fait assez. Ça coûte cher à l'économie, ça coûte cher aux salariés. Ça crée beaucoup de tensions sociales dans les zones qui sont tendues. Et ben, je pense que ça doit être une priorité absolue. Lorsque nous aurons gagné le 7 juillet, on se met au travail sur le logement. Il y a eu combien de ministres du logement pendant le premier quinquennat et le deuxième quinquennat, enfin la première partie du deuxième quinquennat? Il n'y a eu qu'un seul ministre de l'économie et des finances qui explique peut-être les bons résultats économiques de la nation. Oui. Ah, on va voir ça, on va voir ça. Bruno Le Maire, on va reparler de finances publiques dans un instant, puisque vous le savez, pendant une demi-heure, vous allez échanger, répondre à des questions. Et la première question qui est posée par Olivier Schiller du METI, c'est justement sur les finances publiques. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Alors, bonjour. La politique que vous avez mise en œuvre depuis 2017 a permis, la politique de l'offre, a permis de réduire l'écart de compétitivité qu'il y a entre la France et les pays qui nous entourent, a permis de rendre le pays plus attractif aux investissements français et puis internationaux, a permis d'augmenter le nombre d'ETI, on est passé de 5400 ETI à 6200, et surtout a permis de réduire fortement le chômage. Bon, malgré tout, aujourd'hui, les entreprises se heurtent à un certain nombre de difficultés, de crises, crises qui augmentent nos coûts de production, énergie, matières premières, sans qu'on puisse transcrire ces augmentations à nos clients. On a à faire face à un mur d'investissement pour la transition environnementale. Et puis on a aussi la concurrence féroce de pays comme les États-Unis avec l'IRA, comme la Chine qui subventionne ces produits. Alors dans le contexte où vous nous indiquez que vous voulez poursuivre cette politique de l'offre, en supprimant la CVAE, comment est-ce que vous pourrez mettre en œuvre cette politique tout en rééquilibrant les comptes publics, puisque c'est aussi un autre de vos objectifs? Alors je confirme que le rééquilibrage des comptes publics est une priorité absolue. C'est ce qui nous distingue des autres projets. Tout simplement parce que tout l'argent qui est dépensé dans les intérêts de la dette n'est pas dépensé pour soutenir la protection des Français et les investissements futurs.
Moi, ça ne me dérange pas de mettre 56 milliards d'euros dans France 2030. Ça finance des investissements d'entreprises et ça prépare l'avenir du pays. Ça ne me dérange pas de mettre plus de 5 milliards d'euros dans le crédit d'impôt industrie verte, parce qu'ensuite, quand je vais à Saint-Nazaire et que je visite une entreprise qui fait des pales d'éoliennes, elle l'ouvre parce qu'il y a ce crédit d'impôt. Et que quand un chef d'entreprise aujourd'hui fait un choix d'implantation, il regarde ce que lui offre l'Allemagne, ce que lui offre la France, ce que lui offrent les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, et il fait son choix en fonction de son intérêt. Nous avons réussi, en 7 ans, avec cette politique de l'offre, à maintenir et à augmenter l'attractivité de la France. On ne doit surtout pas en bouger. Et on doit se garder des marges de main-d'œuvre financières pour financer des investissements d'innovation sur notre territoire. Ça suppose, oui, de réduire certaines dépenses. Ce n'est pas populaire. Quand nous décidons d'augmenter la franchise sur le médicament de 50 centimes à 1 euro, c'est vrai que ce n'est pas populaire. Mais ça rapporte 1 milliard d'euros, ça évite la surconsommation de médicaments et ça participe au rétablissement des comptes. Quand nous sortons de boucliers tarifaires sur le gaz et sur l'électricité, tout le monde nous tombe dessus, en disant il faut maintenir impérativement ces boucliers qui coûtent 20-30 milliards d'euros par an. Mais nous refusons de le faire parce que c'est autant d'argent qui n'ira pas dans l'investissement, les usines, la prospérité, l'attractivité du territoire. Un point clé que vous avez souligné, 2 points clés. Le premier, c'est l'énergie. Si nous voulons être compétitifs, il faut qu'on vous offre un tarif d'électricité qui soit le plus attractif possible. On va y revenir. On va probablement y revenir. Je pense que nous n'y sommes pas encore tout à fait, mais au moins, entre l'extrême gauche qui ne veut pas du nucléaire et l'extrême droite qui ne veut pas du renouvelable. Non, on a senti quand même qu'il y avait un débat au sein du nouveau Front populaire. Ah ben, pardonnez-moi, mais sur le nucléaire, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de débat, il vaut mieux qu'il y ait une direction, un cap. Oui, mais ça dépend de la majorité, ça dépend du vote. Mais, pardon, enfin, ressort des urnes. Revenons à la dure réalité de la vie économique. Ouvrir 6 nouveaux réacteurs nucléaires va demander des chantiers industriels comme la France n'en a pas connu depuis 50 ans. Alors si vous commencez à avoir des divisions au sein de la majorité pour savoir si on les fait ou si on ne les fait pas, on ne les fera jamais. Nous, au moins, on est clair, on fait ces UPR, on rassemble toute la communauté nucléaire française, on crée des compétences, on forme des gens, on investit, et vous aurez ces 6 nouveaux EPR. Vous ne les aurez pas si l'extrême gauche est au pouvoir. Et du côté de l'extrême droite, Marine Le Pen a été très claire. Ça, je lui reconnais la clarté sur ce sujet. Pas sur tous, mais sur celui-là, oui. Elle ne croit pas aux énergies renouvelables. Donc quand vous aurez à faire le pont... Elle croit dans les EPR puisqu'elle en veut 10. D'accord, mais avant de promettre 10, 15, 20 EPR, il faut les réaliser. Et je rappelle qu'entre la fin des réacteurs existants et les nouveaux réacteurs, il y a une période de transition où nous aurons impérativement besoin des énergies renouvelables. Alors si vous voulez avoir un trou de production de 5 à 10 ans, tant mieux. Nous voulons garantir la production électrique décarbonée, constante et massive en France dans les années qui viennent. C'est pour ça que nous faisons ce choix. Vous avez parlé de la Chine et des États-Unis. Nous avons fait évoluer la doctrine européenne sur le sujet. Et nous avons compris qu'il fallait protéger notre industrie. Parce que décarboner d'un côté, avec le coût que cela représente, pour les usines, pour la production d'acier, de ciment, d'aluminium, sans avoir des tarifs à nos frontières, c'est du suicide industriel. Donc il est impératif de mettre en place des protections aux frontières de l'Union européenne, et croyez-moi, la France sera davantage entendue si elle a une politique économique et budgétaire crédible que si elle cède aux folies du moment. Une question sur les retraites, une question qui est posée pour le MEDEF par Samuel Tual. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous avez mené une réforme courageuse sur les retraites qui s'imposait pour des questions de démographie et de pyramide des âges. Vous avez aussi augmenté en début d'année de 14 milliards d'euros les pensions retraite pour les retraités. Et vous venez je crois, dans le cadre de cette campagne, de réaffirmer la nécessité d'indexer les retraites sur l'inflation. Est-ce que finalement, cette position ne consiste pas à dire que les jeunes et les actifs vont financer un petit peu plus les retraites de nos aînés? Et est-ce qu'au moment où le taux de pauvreté des jeunes et des actifs est supérieur à ceux des retraités, cette position est raisonnable ou responsable? Alors, le choix a été fait. La question, elle peut se poser plus tard. Elle ne se posera pas, en tout cas, sur cette élection législative où la question a été tranchée. On continuera à indexer les retraites sur l'inflation. Mais la question se pose. Deuxième remarque, est-ce que ces réformes des retraites sont efficaces? Ça veut dire quoi, la question se pose, pardon?
on peut avoir un débat dans les années qui viennent, je vais y venir, sur le financement de notre modèle social, parce que je pense que c'est ça, le grand débat qui se pose. Est-ce que les réformes des retraites sont efficaces? Moi, j'entends cette petite musique qui se diffuse un peu partout, c'est pas efficace, ça sert à rien. C'est le rapport du corps qui dit que c'est pas mais, efficace. Pardon, ce n'est pas ce que je constate de la réforme des retraites qui a augmenté l'âge légal. Le premier effet positif, c'est d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Or, c'est un des grands défis français. Tout le monde sait que la France, elle a un des taux d'emploi des seniors parmi les plus faibles des pays développés. En réformant les retraites, il y a plus de personnes de plus de 50 ans qui travaillent, et ça, c'est une excellente nouvelle pour le pays, et c'est pour ça que la réforme des retraites est nécessaire. Un tout petit peu plus, et pas au-delà de 60 ans. Mais je suis désolé, 5 points de plus pour la dernière réforme, et probablement 7 points de plus, c'est ce que nous avons vu au cours des mois passés pour la nouvelle réforme, c'est absolument considérable. Dans le fond, toute notre politique économique, elle a consisté à quoi? À régler des problèmes majeurs que la France n'avait jamais su traiter et que personne n'avait eu le courage d'affronter. Premier problème, une fiscalité pénalisante. On vous l'a réglé. Deuxième problème, la désindustrialisation. Nous commençons à le régler. Troisième problème, le chômage de masse. Il est derrière nous et nous approchons du plein emploi, notamment pour l'emploi des seniors. Il reste un dernier problème à régler, c'est celui des comptes publics que nous allons rétablir. Mais ce n'est pas au moment où nous avons réglé tous les problèmes structurels qui pesaient sur la nation française depuis 40 ans qu'il faut tourner le dos à l'avenir, regarder l'avenir en face, continuer à nous soutenir et à soutenir une politique qui a résolu les problèmes fondamentaux de la France. Enfin, sur votre question, le vrai sujet qui se pose, c'est comment est-ce qu'on finance un modèle social qui a été créé en 1945 et qui reposait sur des équilibres qui n'existent plus. Peu de prestations, beaucoup de cotisants. 80 ans plus tard, c'est l'inverse. Beaucoup de prestations, moins de cotisants. Ça ne peut pas tenir. Et une des raisons qui explique la montée des extrêmes, que j'entends, que j'écoute, c'est que ceux qui bossent en ont assez de payer pour ceux qui ne bossent pas. C'est que tous ceux qui avaient une usine et qui l'ont vu partir à l'étranger sont révoltés. À chaque fois qu'il y a une usine qui ferme, il y a une permanence du Rassemblement national qui ouvre. Je l'ai vu sur mon territoire. Donc nous avons commencé à régler un à un tous ces problèmes. Le chômage de masse, la désindustrialisation, les fermetures d'usines, l'abandon de la culture ouvrière. Nous sommes dans la bonne direction. Il reste à régler ce problème structurel du financement de notre modèle social. On a encore un peu de temps pour le faire. Et il reste à convaincre les Français peut-être aussi. Une question, alors vous avez déjà répondu, Bruno Le Maire, sur les impôts de production. Une question de Bruno Arcadipan du MEDEF. Est-ce qu'on peut lui donner un micro ? Monsieur le ministre, cher Bruno, un clin d'œil et une question. Un clin d'œil tout simplement parce que je viens d'entendre le mea culpa sur le logement et le président du groupe Action Logement que je suis ne peut que être satisfait de ce mea culpa, d'autant plus qu'il arrive derrière celui plus petit du président de la République, mais il arrive enfin, et le retour du logement, et notamment du logement des jeunes dans votre programme pour les législatives est une très bonne nouvelle. Je crois que c'était un manque important lors de la dernière élection présidentielle. Sur les impôts de production, évidemment, la France est beaucoup plus impactée. Nous avons des impôts de production plus importants que nos voisins. Vous avez répondu sur la CVAE. J'aimerais avoir le détail, si vous le connaissez, et si vous êtes de retour aux affaires le 8 au matin. Et puis, quelle est la projection que vous avez avec votre future équipe sur justement cet alignement des impôts de production, au moins au niveau européen et au niveau mondial, puisque nous ne sommes pas sur une île. La France est donc sur une vraie planète économique, et c'est bien à ça qu'il faut s'attaquer. Merci, monsieur. Bruno Le Maire. Alors, sur le logement, je confirme le mea culpa, la nécessité de reprendre les choses en main. Je dis juste que ce sujet ne pourrait être traité avec efficacité que si on est capable de se rassembler tous. Action Logement, bien entendu, et je compte sur vous, les responsables des organisations patronales, du bâtiment, les élus locaux, les forces politiques pour regarder des normes qui sont parfois totalement excessives, les banques pour le financement. Il faut que tout le monde se rassemble et se dise c'est
une grande cause nationale. Pouvoir se loger mieux, plus vite, à un coût plus réduit en France. Je n'ai pas la solution tout seul. C'est une solution qui ne peut être que collective. Chez les impôts de production, il reste 4 milliards, 1 milliard par an, et vous avez, d'ici 4 ans, supprimé complètement la CVAE. C'est mon objectif. Et je vais vous dire, il faudra aller encore plus loin. Pour que les impôts de production français soient alignés sur les meilleurs standards européens et qu'on ne pénalise pas la production industrielle en France. Parce que le grand enjeu, la vision que je défends, je l'ai dit, c'était la première nation décarbonée en Europe. Ça veut dire quoi? C'est tourner le dos à des décennies dans lesquelles on a cessé de défendre la consommation et une nation de consommateurs, en important toujours plus de produits réalisés en dehors de nos frontières, en Chine ou ailleurs, pour redevenir une grande nation de production qui produit des voitures, des fusées, des automobiles, des batteries, des semi-conducteurs. Parce qu'être une nation de production, c'est une nation indépendante, et c'est d'avoir des salariés qualifiés, mieux rémunérés. Ça répond au problème du pouvoir d'achat de millions de nos compatriotes. Désolée de vous bousculer un peu, mais nous avons encore beaucoup de questions. Une question de Pierre-André de Chalindard de l'Institut de l'entreprise sur l'électricité. Si on peut lui apporter un micro. Voilà, là. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Ça marche? Ça marche. Oui. Vous avez déjà parlé un petit peu de sujet de l'énergie et de l'électricité, qui est un sujet important pour le pouvoir d'achat des ménages. Depuis ce matin, on a surtout parlé de ça, mais c'est un facteur de coût majeur pour les entreprises, un facteur très important de compétitivité. Jordan Bardella, tout à l'heure, a expliqué que si on s'affranchissait des règles européennes, on pourrait baisser massivement les prix de l'électricité en France, pour savoir ce que vous en pensiez. Et vous avez indiqué, vous ne l'avez pas dit là, que les tarifs d'électricité allaient baisser de 15% l'année prochaine. C'est, j'imagine, essentiellement pour les ménages. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises, sachant que quand on regarde, on a de toute façon à financer le programme nucléaire d'EDF qui est important, qui est très endetté. Et dans les arbitrages qui ont toujours été faits jusqu'ici sur les prix de l'électricité, on parle souvent des ménages. Donc, quelle est votre vision sur qu'est-ce qui va se passer sur les entreprises par rapport aux discussions que vous avez eues avec EDF et comment vous voyez l'avenir dans ce cas? C'est un atout potentiellement énorme qu'a la France, qui aujourd'hui était, je pense, n'est pas suffisamment mis au crédit, au bénéfice de nos entreprises. Les fameux contrats long terme d'EDF. Oui. Comparer et juger. Je pense qu'on est sur un sujet trop sérieux pour s'amuser. Comparer les programmes, juger et voter. Et de préférence, voter bien. D'un côté, vous avez le Rassemblement national qui vous propose quoi concrètement? Le passage de la TVA à 5,5 sur l'énergie. 17 milliards d'euros environ. Résultat pour vous, 0. Qui paiera? Vous. Deuxième proposition, sortie du marché européen de l'électricité. Ça s'apparente très fortement à un Frexit. Si vous sortez du marché européen de l'électricité, vous sortez de l'Europe. Troisième chose, indépendance complète et donc fin des raccordements entre la France et les autres pays. Je rappelle que cette année, grâce à la relance des réacteurs nucléaires, et je salue le travail qui a été fait par EDF, par Luc Rémont sur ce sujet, par les salariés d'EDF, nous avons exporté pour près de 4 milliards d'euros de production électrique nucléaire vers l'Allemagne et vers d'autres pays européens. Si vous n'exportez plus vers l'Europe parce que vous sortez du marché européen de l'électricité, vous perdez 4 milliards pour EDF. Qui paiera la facture pour EDF? Vous. Parce qu'EDF, perdant la vente de son électricité et les revenus que ça rapporte, sera bien obligé de vous faire payer l'électricité plus cher. Donc ce n'est pas compliqué, ne tombez pas dans le panneau du Rassemblement national sur l'énergie comme sur les autres sujets. Nous, ce que nous proposons, c'est produire plus. Et nous sommes les seuls à défendre l'ouverture de champs éoliens offshore, les investissements que font Saint-Nazaire, Engie, EDF en la matière avec ses sous-stations électriques, qui sont des projets formidables pour la France. Des champs éoliens à 60 km, on va transformer le courant alternatif en courant continu, avec des milliers d'heures de travail pour des salariés dans les chantiers de l'Atlantique, chez Engie, chez EDF, et au bout du compte, une électricité décarbonée moins chère. Madame Le Pen fait un trait de crayon sur l'ensemble de ses propositions et de ses décisions en décrédibilisant les énergies renouvelables en France. Nous proposons le maintien dans
le marché européen de l'électricité, tout simplement, parce que ça rapporte de l'argent à la France. Parce que nous produisons de l'électricité. Je vois M. Le Floch-Prigent qui ne partage pas cette vision, mais M. Le Floch-Prigent, je vous entends sur la télévision, il y a des chiffres, il y a des réalités. 3 milliards d'euros, un peu plus, qui ont été dans les caisses d'EDF grâce à l'exportation de l'électricité nucléaire. C'est ce qu'abandonneront les forces politiques qui ne veulent pas du nucléaire. Enfin, troisième chose, les contrats à long terme. Désolé, il y a encore 2 questions sur l'apprentissage, mais c'est important. Le sujet est absolument majeur, parce que si on ne produit pas plus d'électricité décarbonée dans notre pays, c'est l'ensemble de notre tissu économique, PME, commerçants, grandes entreprises industrielles qui seront menacées. Nous avons aujourd'hui proposé des contrats à long terme. Est-ce que le prix est satisfaisant? Non. Est-ce qu'il faudra par conséquent rouvrir la négociation avec EDF? Ma réponse est oui. Et donc je vous apporte une réponse très précise sur un sujet stratégique pour la nation française. Nous voulons plus de réacteurs, plus de renouvelables, et nous rouvrirons la négociation des contrats avec EDF parce que le prix de sortie n'est pas suffisant et pas suffisamment compétitif pour l'industrie française. Et ça, c'est une information. Merci beaucoup. Une question sur l'apprentissage de l'UDP avec Laurent Munro. Oui, Monsieur le Ministre, vous savez que l'apprentissage est cher au cœur des entreprises et des métiers représentés par l'UDP. Et aujourd'hui, comment comptez-vous continuer à soutenir le développement de l'apprentissage et en assurer un développement pérenne et adéquat, tout en maintenant les aides aux apprentis, plutôt aux entreprises, pour accompagner les apprentis au quotidien? Alors, il est cher à mon cœur, l'apprentissage, mais il est cher tout court. Donc oui, l'apprentissage est un grand succès collectif, 1 million d'emplois qui ont été créés, quasiment 1 million d'apprentis. La question qu'il faut qu'on se pose ensemble, il faut qu'on en discute. Je ne peux pas vous dire d'un côté, je vais rétablir les comptes publics et ne ouvrir absolument aucune piste sur le sujet. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est jusqu'à quel niveau de formation est-ce qu'il faut que le contribuable aide les apprentis et les entreprises qui embauchent des apprentis? Voilà la question que je pose. Je pense qu'à partir d'un niveau Bac plus 5, Bac plus 6, très au-dessus, on peut légitimement se poser la question, est-ce que de toute façon, ces étudiants n'auraient pas trouvé une place d'apprentissage et trouvé une place dans la société sans difficulté? Donc je vous propose qu'on ouvre ce débat tout en continuant à soutenir massivement les CFA, les apprentis, les formations qui vont avec, parce qu'on a réussi à faire de l'apprentissage une voie d'excellence et qu'il ne faut surtout pas perdre ce résultat. Merci. Dernière question de Mélanie Tisserand du CJD. Est-ce qu'elle est là? Oui. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le ministre, l'enseignement supérieur et la recherche sont parmi les plus touchés parmi les annulations de crédits décidées par le décret de février dernier, et ce, alors que le président de la République s'était engagé, je cite, à donner toujours plus de moyens pour la recherche. Alors que l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche est l'une des conditions clés de la réussite économique de notre pays, vous avez donc choisi de retirer 904 millions d'euros au budget initialement inscrit dans le PLF 2024. Pourquoi s'en prendre à de telles dépenses d'investissement dans un domaine aussi fondamental? Merci. Ah pardon, ce n'est pas les dépenses d'investissement qu'on a touchées, c'est les dépenses de fonctionnement. Et on ne peut pas, à chaque fois, parce que c'est ça le drame français, c'est que tout le monde vous dit qu'il veut faire des économies, enfin aujourd'hui même plus. Hein. Aujourd'hui, on est parti dans le grand improbable avec des propositions de dépenses supplémentaires. Non, pardon, non. Bah, je peux pas dans cet état-là. Je suis désolé. Enfin, on ne va pas refaire le débat, Bruno Le Maire. Mais je ne vais pas refaire le débat, mais je ne veux pas non plus laisser passer des contre-vérités. Parce que quand vous faites des annonces en début d'année 2024 pour dire aux Français que vous rétablissez la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité pour revenir à des comptes plus justes, que ça coûte 6 milliards et que c'est impopulaire, je veux bien prendre l'impopularité, mais je ne veux pas prendre l'irresponsabilité. Donc nous avons le courage de faire des économies et personne d'autre ne veut les faire. Dès qu'on en annonce une, ça peut être sur l'apprentissage, ça peut être sur les frais de fonctionnement de certaines universités, ça peut être sur les médicaments, personne n'est d'accord. Donc moi je vais vous dire, faites vos propositions, mais si vous voulez des comptes équilibrés, il faut bien faire des économies ici ou là, sinon on n'y arrivera pas. Bruno Le Maire, toute dernière question. On n'en a pas parlé, c'est un point important pour vous, on le sait, sur le choc de simplification. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, comment ça intéresse beaucoup évidemment les chefs d'entreprise? C'est quoi les premières mesures? D'abord, pas la peine de faire des assises de la simplification, puisqu'elles ont déjà été faites. Oui, mais là, on ne voit pas le résultat. Non, mais évitons la perte de temps.
Parce que moi, j'entends, une fois encore, M. Bardella, juste avant, nous dire il faut faire maintenant des assises à la simplification. Oui. Il vient d'y passer un an. Il faut faire un audit des comptes publics. Il y a des députés du Rassemblement national à la Commission des finances qui sont parfaitement informés sur la situation des finances publiques. Oui. Donc, au lieu de proposer des dépenses, il ferait mieux de réfléchir à des économies. Il perdrait moins de temps. Et l'économie française aussi, et la nation française aussi. Donc, sur la simplification, il faut aller très loin. Supprimer les CERFA, réduire par 2 les délais d'instruction des dossiers quand on veut faire un logement ou ouvrir une usine, sortir l'industrie française du ZAN pour permettre d'ouvrir des usines le plus possible qui feront de la production décarbonée dans notre pays, simplifier la vie des artisans et des commerçants, supprimer les procédures inutiles, aller vers une simplification des URSSAF, tout ça, c'est dans le texte de loi. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez refaire une année de consultation, je pense que vous avez mieux à faire, ou si vous voulez décider, voter le texte de loi qui est sur la table. Tout ça, ça dépend que de vous. Ça se joue le 7 juillet prochain. Il faut voter pour cette majorité qui a déjà travaillé sur la simplification. Le texte est prêt. Il est entre vos mains, plus entre les miennes. Merci Bruno Le Maire. Un mot de conclusion, si vous en avez, si vous voulez la faire. J'aimerais un message mon mot de conclusion, c'est j'aimerais qu'il n'y ait pas de conclusion. Jolie formule. Merci à toutes et à tous. On continue, je l'espère, et merci pour votre engagement.